Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast. Si vous êtes un nouvel auditeur, bienvenue. Je pense que vous allez prendre beaucoup de plaisir avec nous ce soir. Si vous êtes un fidèle auditeur, merci d'être avec nous. On va commencer tout de suite. Podcast numéro 12. 12, comme l'heure à laquelle se lève tous les jours Basto. Basto, bonsoir. Bonsoir à tous. 12 comme l'âge du whisky que Draias est en train de boire. Draias, comment ça va? Bonsoir. Et 12, le nombre d'années de mariage que fête Olivier M cette année. Olivier M, bonsoir. Il faut multiplier par 10, mais c'est ça. C'est sympathique. Alors, chers auditeurs, ce soir, on a un sommaire avec deux beaux matchs à commenter. On va commencer par PSG Celtic, Ligue des Champions, et le match d'hier, Monaco-PSG, plus un gros plan et la traditionnelle rubrique européenne. Mais on commence tout de suite par le match PSG-Celtic. C'est la deuxième fois que le PSG marque 7 buts en Champions League. C'était arrivé un mardi 24 octobre 2000. Olivier venait justement de se marier, hein, il s'en rappelle, et c'est arrivé du coup cette semaine. Basto, Olivier, Draias, j'espère que vous êtes prêts. On va commencer par toi, Olivier. Olivier, qu'est-ce que tu as particulièrement apprécié de ce match? J'ai aimé d'abord la qualité du spectacle proposé, avec un mouvement permanent, une intensité constante, des gestes techniques de qualité, des prises de risque, des frappes, des buts. Une véritable joie de jouer et de se communiquer à tous les spectateurs. Bref, tout ce qu'on souhaite que le PSG nous offre, car c'est sa vocation, c'est un club spectacle, et il a acheté les artistes pour ça. Ce que j'ai aimé aussi, c'est l'hallucinante efficacité qu'ont eu nos attaquants, avec des frappes qui ont fait mouche quasiment à tous les deux doublés, Cavani et Neymar, un but de Mbappé, mais aussi Verratti et Alves, avec des réalisations différentes en attaque placée comme en contre, en force, Mbappé et Cavani 2 fois, en finesse, Neymar 2 fois et Verratti, et puis la cerise sur le gâteau, le chef-d'œuvre d'Alves pour finir. J'ai aimé également les individualités capables de faire basculer le match à tout moment. Et là, la technique d'élimination en vitesse de Neymar et Mbappé est quelque chose que j'avais rarement vu jusque-là. Merci Olivier. Draias, qu'est-ce que tu as apprécié toi dans ce match particulièrement? Mais j'ai beaucoup aimé la capacité de réaction. On a commencé le match relativement passivement et on peut même parler de pas mal de fautes de concentration qui amènent le premier but. Et l'équipe a su très vite réagir pour mener. La révolte dans un premier temps a été incarnée par un duo qui a été magique sur l'ensemble du match, qui est le duo Rabiot-Neymar. On a eu, comme le disait Olivier, des mouvements offensifs de grande qualité, l'exceptionnel deuxième but. On a su imprimer un faux rythme comme il le fallait. Et enfin, j'ai beaucoup aimé le milieu de terrain, mais dire tout ce que j'ai aimé sur le milieu de terrain serait un peu trop long. Merci à toi, Draias. Basto, mon cher ami, qu'est-ce que tu as aimé toi dans ce match? Moi j'ai aimé la performance qui est dans la lignée des matchs précédents avec ce système de permutation, compensation constant qui rend notre jeu difficilement lisible pour nos adversaires et qui permet nous de nous adapter au plan de jeu adverse. Dans le match, on a vu plusieurs schémas, que ce soit un 4-3-3, un 4-4-2 losange en fin de match ou même des 4-2-3-1 sur certaines actions avec ballon. J'ai aimé, notamment, on a vu une permutation qu'on n'avait pas vue avant, c'est quand Alves jouait haut, c'est Kurzawa qui se retrouvait défenseur droit pour compenser. J'ai aussi aimé, comme vous l'avez dit, la capacité de réaction suite au but précoce encaissé. Et personnellement, on voyait qu'on allait quand même gagner, donc la confiance totale que dégage l'équipe. Et pour revenir à l'efficacité, on a mis 7 buts sur 6 accepted goals. L'accepted goal, c'est la nouvelle statistique en ce moment à la mode. C'est la probabilité de marquer qui est attribuée à chaque tir selon la position, si c'est un coup de pied arrêté ou pas. J'ai aussi aimé la performance. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est ce que je disais de l'Atlético de Simone il y a 1 ou 2 ans. On a l'impression de voir 11 joueurs qui sont reliés entre eux par des fils qui sont maniés par un marionnettiste. Est-ce Emery le marionnettiste ou l'équipe qui dégage? Mais voilà, donc j'ai aimé tout ça. Merci à toi, Basto. Maintenant, bonne chance les gars. Est-ce que on va faire un petit tour de table pour savoir ce que vous n'avez pas aimé? Olivier, qu'est-ce que tu n'as pas particulièrement aimé dans ce match? Alors, j'ai pas aimé 3 choses. La première, c'est une exception.
alors que l'équipe nous avait habitués à rentrer vite dans le match, à marquer dans les 10 premières minutes depuis plusieurs matchs. On peut déplorer cette fois un retard à l'allumage, avec cette entame pas très concentrée, où on se laisse bousculer avec ce corner stupide et cette facilité sur le but qu'on prend. J'ai pas aimé une constante, c'est le coaching trop tardif. Car à 4-1 à la mi-temps, avant un match important dimanche, je pense qu'il fallait faire tourner plus vite que ça n'a été le cas. D'autant qu'à voir l'attitude corporelle de Pastore et de Di Maria quand ils sont rentrés, on peut craindre que si ça continue, ils soient rapidement perdus pour la cause. Et enfin, je n'ai pas aimé une déception, ce but encaissé qui fait perdre la possibilité du record d'invincibilité en poule. On peut regretter d'ailleurs qu'à son niveau d'excellence, le PSG prenne trop de buts cette saison. 9 en Ligue 1 cette année contre 7 l'année record en 2015. Et on est derrière Montpellier cette année qui a encaissé un but de moins. Je crois que si on veut vraiment atteindre le niveau d'excellence que l'on souhaite, il faut arriver à prendre moins de buts que l'on en prend encore actuellement. Il me semble qu'on est à 10 buts encaissés même. Oui, là je parle du match au moment du Celtic. Oui, non, bien sûr, ouais, tu disais sur la Ligue 1, tu disais 9, il me semble qu'on est à 10. C'était juste une petite rectification. C'était 8 avant. On est à 10 avec le but qu'on a pris contre Monaco. Ah, possible, c'est Montpellier. Ok les gars, Darius, est-ce que tu partages l'avis d'Olivier? Je partage certaines choses, et notamment le début de match, et j'irai même plus loin que sur le début de match. On a vu de nombreuses erreurs individuelles. Bon, Alves qui fait une passe directement en corner et qui ensuite de ça se fait bouffer qui se fait littéralement bouffer par Dembélé. On peut aussi parler de Rabiot qui a mis 10 minutes à rentrer dans ce match avec de nombreuses pertes de balles. On peut dire la même chose de Verratti. Et il y avait en plus, même pendant les 20 premières minutes, de la bonne volonté, mais il y avait un pressing qui était qui était pas du tout coordonné, il y avait des appels qui n'étaient pas servis, il y avait des appels supposés qui étaient servis alors que les appels n'avaient pas lieu. Enfin, il y a eu 20 minutes de flottement. Après, avant d'arriver à cette 20e, il y a quand même eu 2 buts qui ont été assez exceptionnels. Mais bon, on parle de ce qu'on n'avait pas aimé. Et passé la 20e minute, ce que j'ai pas aimé, c'est que j'ai trouvé la ligne offensive de manière générale trop statique sans ballon. C'est-à-dire qu'on avait une ligne offensive. D'une manière générale, le bloc coulissait très bien, mais la ligne offensive était un chouïa trop statique et ça a pu nous donner un peu une impression, comme on pouvait avoir avant, mais dans des proportions bien moindres, d'équipes découpées en deux. Voilà, ça sera tout ce que j'ai pas aimé sur ce match. Et c'est vraiment pour chipoter parce qu'on a fait une très grosse performance. Merci Darius, tu me fais très plaisir. Basto, tu me conclus ça? Bah, déjà, je suis pas d'accord avec ce qu'a dit Olivier sur le fait qu'on encaissait trop de buts. Je trouve qu'en ce moment, on concède très peu d'occasions globalement. Je suis pas non plus d'accord avec Darius quand il dit qu'il y avait une espèce d'équipe coupée en deux. Je trouve que justement au niveau du pressing on était très bon, les asphyxiés, le pressing on était très haut et ça permettait de récupérer la balle très vite. Par contre j'ai pas aimé le côté ronronnant dans nos transitions offensives, notamment pendant les 15 minutes après le but où c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à se mettre dedans et c'est un exploit individuel qui nous sauve. Et une bonne partie de la seconde mi-temps aussi dans ces transitions offensives on n'arrivait plus à se créer des occasions parce qu'il y avait effectivement un manque de mouvement, mais pour moi le bloc était là par contre. Alors, je réagis juste par rapport à ce que dit Basto. Quand je parle de bloc distendu, c'était pour pinailler. C'est-à-dire que pour moi, la ligne offensive, des fois, aurait dû reculer de 3-4 mètres. C'est vraiment, vraiment léger. Et je pense que ça aurait pu être un petit peu mieux, quoi. Voilà. Ok, bon, on est d'accord. Merci à vous les amis. On passe à la petite rubrique des tops. Vous pouvez me donner 3 tops chacun du match. Basto, si tu veux me donner 3 tops. Bah, je pense qu'on est obligé de citer Neymar qui fait un match, peut-être son meilleur match au PSG avec une première mi-temps qui vaut quasiment 10 sur 10. Il était partout dans l'orientation du jeu, dans les prises de balles, dans les gestes techniques de haute volée, des ouvertures délicieuses. Il en fait 5, 6, 7, je ne sais même plus. Il marque 2 buts qui peuvent paraître faciles tellement c'est bien exécuté et tellement l'exécution est rapide. Mais c'est tellement rare les joueurs qui sont capables de mettre les buts qu'a mis Neymar. Il met en plus une passe décisive, il fait aussi un petit numéro de soliste sur le troisième but parisien. Sinon, Draxler, que j'ai mis, je sais qu'il a été beaucoup critiqué sur ce match, il a été mis un peu comme la déception du match. Et j'ai envie de dire que s'il a été moins rayonnant que ses compères du milieu, j'ai envie un peu de rendre hommage à ce joueur, parce que même moins en vue, il montre pourquoi il devient peut-être l'élément facteur X du renouveau parisien, avec son placement entre les lignes, son coulissage à la perte de balle. C'est un peu le chef d'orchestre de l'équilibre de nos lignes, je trouve. Il fait aussi un renversement de jeu absolument sublime sur le troisième but pour Alves. Et enfin, j'ai mis Verratti. C'est la première fois que je le mets dans la rubrique top, alors que ça fait 2 mois qu'il excelle, donc je pense qu'il mérite d'être là. Il était partout sur le terrain avec peu de déchets. Il était là dans l'orientation basse du jeu.
Il était là aussi pour accompagner les attaques, notamment avec ce 1-2 qui amène le deuxième but parisien, et puis il se retrouve dans la surface pour marquer son petit but aussi. Merci Basto, tu me fais très plaisir de citer mon petit Marco. Avec plaisir. Et j'espère que Dreyas, toi aussi, tu vas le citer. Dreyas, tes 3 tops. Pas sur ce match, mais t'inquiète pas, je saurais éviter la menace d'avoir 2 balles dans le dos plus tard. Il a cité Neymar, je sais qu'on n'est pas censé répéter les tops, mais que dire de sa première mi-temps, je veux dire, il a une perte de balles quand même dans les 40 mètres qui mène à l'occasion de Cham, où il se fait un peu vilipender par Silva sur ce moment-là, mais il a été juste monstrueux, il est inarrêtable, insaisissable, il a été le meilleur Parisien sur le terrain. Rabiot, mais j'en parlerai plus bas. Et si je veux en nommer un, pareil, parce que mine de rien, il est très très bon cette saison et on le met rarement dans les tops, c'est Marquinhos. Il y avait des doutes l'année dernière sur son investissement. Ces doutes ont complètement disparu, à tel point qu'ils sont vraiment de l'histoire ancienne. Et j'apprécie de plus en plus ses montées. Merci Dreyas. Olivier, est-ce que tu as un top à rajouter ou est-ce que tu as eu un coup de cœur, toi, pendant ce match? Moi, j'ai eu un coup de cœur par Alves, parce que je suis absolument épouvanté, match après match, de ce qu'il est capable de réaliser à 34 ans. Il n'y a pas de petit match pour lui, il a une activité vraiment incessante, et puis son but, c'est un but absolument exceptionnel, sans élan, cette frappe, elle est magnifique. Un très grand joueur, même si défensivement, il souffre un petit peu en vitesse, en dos, comme en début de match. Mais plus que des individualités, j'ai plutôt envie d'isoler des associations. Et l'association du milieu me semble exceptionnelle depuis quelques matchs, avec leur coordination. Ils se sentent de plus en plus à l'aise dans l'alternance, avec justesse, qui permet d'exprimer leur qualité. Pour Rabiot, illustré par sa formidable action, interception, projection, décalage, qui aboutit au but de l'égalisation de Neymar. Et Marco, par sa justesse de passe, magnifié par son 1-2 royal pour le deuxième but du Brésilien. Il a même marqué une frappe ultra précise. Et de même, si Neymar a été stratosphérique, alors qu'on était un petit peu déçus les matchs précédents, je n'ai pas envie de le dissocier des 3 de devant, alors qu'on pouvait avoir un doute sur leur complémentarité, notamment des 2 dribbleurs qui semblaient jouer un peu indépendamment de Cavani. Maintenant, je trouve que ce trio a pris sa vitesse de croisière, chacun essaye de jouer avec les autres, et c'est cette progression collective qui me semble bien illustrée par la prestation de l'équipe sur ce match contre le Celtic. Merci à vous les gars, ça m'a fait plaisir de vous avoir. J'ai le droit à mes petits tops moi ou vous m'autorisez? Allez, vas-y. Allez, on est gentil. Moi je vais mettre Neymar, parce que vous l'avez pas cité et je trouve ça dommage. Vraiment Neymar, c'est vrai que tu regardes le match, tu prends un but, mais t'as moyen peur parce que tu sais qu'il est là, il te met 2 buts, il te libère tout de suite quoi. Il te donne même pas le temps de stresser. Donc moi ça m'évite d'acheter des médocs. Donc merci Neymar parce que ça coûte cher. Et un autre top que j'ai envie de mettre, c'est le milieu tout entier. Parce que c'est vrai qu'on se plaignait un peu du milieu de Paris et qu'on n'avait pas recruté, et surtout Basto qui endormait plus la nuit. Et finalement, on se retrouve avec Rabiot qui a un 6 très bon, même s'il n'a pas envie de jouer là. Verratti qui revient et qui recroît en le projet. Et Draxler qui est un peu la surprise. Et je trouve qu'on a vraiment un milieu top, alors que c'est vraiment le truc dont on s'attendait pas au début de saison. Voilà. Est-ce que je peux réagir à un de tes tops ? Vas-y. J'en ai marre de cette histoire de Rabiot qui n'aime pas jouer 6. Il ne joue pas 6. Il joue 6 de temps en temps. Il joue 8 de temps en temps. Et parfois, il est même 10. Et pour même te dire, pour être précis, parfois, il est même défenseur central. Parce qu'il couvre les montées de Marquinhos notamment. C'est cette espèce d'interview qu'il est en train de traîner, qui est ressortie à tout bout de champ par les consultants, ça n'arrête pas. Il est très heureux comme il est, il ne se plaint pas, il se plaignait avant parce que peut-être il était dans une position statique. La notion de position statique a relativement disparu à peu près à tous les postes de jeu du Paris Saint-Germain, et j'en ai marre de cette association d'idées-là. Par contre, il y a une petite anecdote, lui ne se plaint peut-être pas, mais la mère de Rabiot hier était au stade et était en train de parler à des dirigeants monégasques en disant « j'en ai marre que mon fils joue 6 ». Ça peut-être, mais pour moi, évidemment, il ne joue pas 6. Contre Monaco, c'était limite Verratti qui était 6. Il n'y a plus de poste, il n'y a plus vraiment de poste spécifique là. Il y a tellement de permutations. Ce qui montre que la mère de Rabiot ne connaît rien. Parce qu'effectivement, ce milieu de terrain est en train de réinventer une nouvelle animation avec des couvertures mutuelles, avec une alternance entre les positions défensives et les positions offensives.
On verra contre Monaco qu'en général, Rabiot va jouer beaucoup plus haut que n'a joué Verratti. Et puis, il y a le lien de projection qui est apporté par Draxler, qui vient aussi participer à la couverture mutuelle. Ce milieu n'a plus de position définie. C'est un milieu où les joueurs ont beaucoup de capacités dans un sens comme dans l'autre et ont une capacité surtout à alterner entre eux que je trouve tout à fait exceptionnelle. Moi, c'est ça. Sur ce Et tout ça grâce à qui, Olivier? Et tout ça grâce à l'intelligence des joueurs qui ont su. Bien tenté, Jimmy. Dommage. J'ai juste moi, la seule question que je me pose par rapport à ce milieu, c'est comment va-t-il se comporter en février-mars. Mais si c'est répondre favorablement en février-mars, on n'est peut-être pas loin d'avoir le meilleur milieu d'Europe. C'est vrai, c'est ce que je pensais. Allez, on enchaîne les gars pour le flop. Vu que c'était un match où on a gagné 7-1, je pense que vous allez pas m'en trouver 3 chacun. Donc vous me donnez chacun un top. On commence par toi, Basto, ton flop, du match. Moi, je suis un rebelle, donc je donne 0 flop. Ok, Thug Life, tu m'arranges toi. Olivier, ton flop? Je veux pas mettre Kurzawa parce que c'est un flop. Je mettrais un petit doute quand même sur le prend. Certes, il n'est pas très facile à arrêter, et il n'est pas aidé par la passivité de sa défense. Mais un grand gardien, si on veut aller loin en Ligue des Champions, doit être capable de faire ces arrêts-là. D'accord, donc c'était Areola pour Olivier. Toi, Draias, ton flop du match? Alors, moi j'en ai 3, hein. Moi je fais le rebelle dans l'autre sens. Et j'ai juste envie, avant de prendre vite fait la défense d'Areola, oui, il doit l'arrêter. Après, ne pas oublier que la frappe elle est contrée et que c'est très difficile pour un gardien quand une frappe est contrée. Mais après, je rejoins Olivier sur l'essentiel. Kurzawa, pareil, mais il est fatigant d'en parler, donc j'en ai marre de le nommer, mais il doit y être, quoi. C'est le maillon faible, chaque match, ça se répète. Il fait une passe D, il était un peu plus là dans les combinaisons, mais c'est moyen. J'en parlerai sur Monaco, mais j'ai un exemple précis là que j'ai vu récemment, il est fatigant, je vois. Mais si je devais mettre un flop, je l'aurais mis aussi. Voilà. Mais... Alors Alves, avant la 20e, beaucoup d'erreurs. Alors là, on a parlé de son but tout à l'heure, où concrètement le but est certes pour Areola, mais surtout pour Alves. Il fait une double erreur, c'est lui qui fait un dégagement en corner qui est insensé, et puis ensuite de ça, il suit pas Dembélé, et même avant la 20e, il a perdu pas mal de duels. Alors, il faut préciser par rapport à Alves que j'avais contrebalancé, j'ai pas pu le nommer dans les 3 tops, parce que j'avais déjà nommé les 3, mais j'avais mis Alves en top après la 20e, parce qu'il a été extraordinaire après la 20e. Et enfin, j'ai envie de nommer en flop la ligne défensive sur l'occasion de Thuram, où il y a une perte de la balle de Neymar aux 40 mètres, et Silva engueule Neymar. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que Thuram, qui est il frappe à quoi? Il est au 23 mètres, il y a la ligne des 4 qui est au 20 mètres, mais ils sont vraiment les 4, Thuram n'a quasiment pas de possibilité de passe, et il n'y en a aucun des 4 qui se décide, tiens, on va monter sur Thuram pour essayer de le gêner un petit peu, il reste passif. Donc sur cette occasion, j'ai envie de nommer un flop, et c'est la ligne défensive. Merci à toi, Draias. Les gars, on va clore sur le match Celtic PSG. Ça m'a fait plaisir de vous entendre. Moi, le parcours européen du PSG est absolument exceptionnel et donne beaucoup d'espoir, notamment dans le contenu des matchs pour les échéances à venir. Et ça m'a fait plaisir que tu ressortes la victoire contre Rosenborg tout à l'heure dans ton intro, parce que ça me rappelle l'époque où j'étais petit et j'écoutais le match en cachette avec ma radio sous l'oreiller parce que j'avais pas le droit de regarder le match avec école le lendemain. Merci Basto. Bon, messieurs, place à Monaco PSG. C'est seulement la 5e fois que le PSG gagne à Louis II. Donc c'est quand même une petite stat intéressante. On a quand même plutôt du mal dans ce stade et c'est pas ce qui s'est passé hier. Mais je vous laisse la parole. Basto, toi, qu'est-ce que tu as aimé particulièrement dans le match d'hier? Déjà, le fait de gagner à l'extérieur contre un gros, avec la manière, ça s'est arrivé peu sous QSI et c'est la première fois sous Emery qu'on gagne un gros à l'extérieur. Je ne compte pas Marseille l'année dernière qui était plutôt faible. J'ai aussi aimé le fait qu'on prenne les devants au classement avec 9 points d'avance. Mais j'ai envie de dire que c'est pas le principal, parce que même s'il y avait eu 2-2, je serais ressorti rassuré d'un match qu'on a dominé tactiquement du début à la fin, malgré un plan de jeu intéressant de Monaco. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sans ballon, les latéraux venaient au milieu pour essayer d'isoler Marco, pour empêcher nos relances. Et c'est pour ça qu'il y a eu un peu Verratti justement isolé ces 5-10 premières minutes.
Mais ça a été tout de suite compensé par Alves qui est venu aider, par Neymar qui est venu redescendu. Et à l'arrivée, Monaco a un peu été pris à son propre piège puisque c'est nous qui les avons complètement isolé leur ligne d'attaque avec Falcao et Baldé qui étaient à chaque fois esselés, qui n'avaient aucune solution. D'ailleurs, à la mi-temps, Monaco ne touche qu'un ballon dans notre propre surface. Donc ils ont vraiment pas réussi. J'ai aimé aussi le fait que Paris soit serein face à un pressing maintenant avec des transitions qui cassent les lignes. On l'a vu plusieurs fois. Même s'il y a eu une impression d'abuser parfois du jeu long, mais à l'arrivée, ça a permis de ce jeu long de faire descendre le pressing monégasque parce que vu qu'ils étaient pris sur les longs ballons, ils ont dû jouer un peu moins haut. Donc on a fini par user l'adversaire de cette manière. J'ai aussi aimé le fait qu'on était intraitable dans les duels défensifs, que ce soit les deux défenseurs et notamment Rabiot qui était quasiment impassable. J'ai aimé la gestion positive de nos temps faibles. Parfois l'impression en deuxième mi-temps à 2-0 de jouer un peu trop bas, mais en fait la gestion était bonne puisqu'on les laissait venir sans jamais se faire peur et pour mieux exploser devant à la récupération du ballon. Et ce que j'avais dit dans le dernier podcast, j'avais prévu que Monaco viendrait à 5 avec un plan de jeu différent de ce qu'ils font d'habitude et donc voir comment on allait réagir face à cela. Et j'ai aimé justement notre adaptation à ces problématiques qu'on peut nous poser. Et au final, je trouve qu'il y a eu 2 à 3 classes d'écart entre nous et Monaco. On a eu la petite minute braque de Basto. Non, mais il a raison, il faut lui le dire. Moi, je pense que Basto n'a rien à faire avec nous dans les podcasts et qu'il devrait être adjoint d'Emery. Voilà, Emery, si tu nous écoutes, on te le vend. 45 millions. Ah, de l'association maudite, là. Non, j'arrête tout de suite. D'ailleurs, toi, Olivier, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'as aimé, toi, pendant ce match? Moi, j'ai aimé le contenu. J'entends qu'on fait la fine bouche. Moi, je privilégierais toujours le contenu au résultat. Et le contenu, je le trouve dans la continuité de ce que l'on voit depuis, il faut bien le signaler, le remplacement de Mota par Draxler. Et on voit une équipe qui, de match en match, se trouve de mieux en mieux, invente de plus en plus un mode de fonctionnement différent, qui fait que elle joue totalement en équipe, elle s'adapte à toutes les situations. Et alors, s'il faut isoler d'autres choses que j'ai aimées, la défense centrale, je l'ai trouvée impériale, avec on verra tout à l'heure, un Thiago Silva qui a complètement bouffé Falcao. Un milieu ultra complémentaire, et effectivement, comme le signalait Basto, du fait du problème tactique qui a été posé à Verratti, Verratti a accepté de reculer, Rabiot a pris sa place, et Draxler, dans un match où il a été très peu sollicité défensivement, a été absolument étincelant dans la transition. Et puis j'ai trouvé encore une fois un trio de devant de plus en plus complice, avec un Cavani qui participe dans le jeu et qu'on a même vu dézoner sur les côtés pour toucher un peu plus de ballons, tenter des combinaisons avec les autres. Donc c'est un match au contenu qui à mon avis était presque parfait et qui est encore une étape de plus dans la qualité d'évolution de cette équipe. Et pour toi, Olivier, elle est due à quoi cette évolution? Elle est due au fait qu'on a trouvé un équilibre et que des joueurs intelligents dans un équilibre retrouvé sont capables de hausser leur niveau d'évolution collective. On a une équipe avec des très fortes individualités, mais encore faut-il qu'elles s'articulent entre elles. Et je trouve cette articulation de mieux en mieux concrétisée sur le terrain. Merci à toi, Olivier. Je n'irai jamais avec toi. Non, il veut pas le dire encore. Je le dirai plus tard. Dryas, toi, qu'est-ce que tu as aimé pendant ce match? Déjà, j'ai aimé la dernière phrase de la réponse d'Olivier à ta question, où en creux, il ne nomme pas quelqu'un qu'on a tous entendu. Maintenant, pour parler de ce que j'ai aimé dans la première mi-temps, moi, il faut que je parle de ce que j'ai aimé dans ce que Jardim a mis en place. Basto très justement disait que les latéraux étaient remontés dans le centre pour bloquer notamment Verratti, mais plus que ça, on peut remarquer que dans l'essentiel de la première mi-temps, Monaco sans ballon, c'était 6 ou 7 joueurs qui étaient dans la surface, dans la moitié de terrain parisienne. C'était un pressing très très haut et je pense que Jardim pour que son plan soit vraiment bien, et c'est là le défaut de son plan, c'est qu'il lui manquait certains joueurs parce qu'effectivement ils ont mis quelques récupérations hautes, mais ils n'ont jamais vraiment su en profiter et en faire quelque chose. Et du coup, en dépit de ce pressing extrêmement haut qui nous a vraiment gênés, en première mi-temps, il y avait vraiment eu des moments où on a du mal, on a su parfois trouver des accélérations, notamment avec Neymar. Je me souviens d'une passe mais incroyable qu'il trouve. Bien sûr, il y a eu Draxler.
et Rabiot, et je vais en finir plus tard, mais bon, c'est en dépit d'une excellente organisation monégasque, Monaco est extrêmement chanceux de finir la mi-temps avec un seul but. Donc ça en dit très très long, je trouve, sur la qualité de notre équipe. Et sinon, j'ai envie de parler de Rabiot, ça va au-delà du top. Pour moi, il fait du Mota, tu sais, vous vous souvenez tous des séquences, Mota la passe à Marco, Marco la passe à Mota. Il fait du Mota avec Marco, mais la différence avec Mota, c'est qu'il le fait avec Marco, il le fait avec Draxler, il le Avec fait avec Rabiot, tu veux dire. Alves. Non, Rabiot le fait avec Marco, Rabiot le fait avec Alves, Rabiot le fait avec Draxler, Rabiot le fait avec Neymar, le fait avec plein d'autres joueurs. Mota le faisait beaucoup dans la zone du milieu, dans ses 40 mètres, voire dans les 40 mètres adverses, mais Rabiot le fait à droite, le fait à gauche, le fait devant. Et ces transitions-là, il les fait partout. Et pour moi, il est vraiment en train de devenir le patron de ce milieu qui est admirable en tout point. Mota a quelque chose en plus, il faut le nommer, notamment les passes longues. Mais la vision de Rabiot commence à être plus que décente. Confère le premier but. Et en plus de ça, Rabiot conserve cette qualité qu'il avait avant. C'était cette protection de balle qui est très spécifique parce qu'elle n'est pas du tout comme Verratti. La protection de balle de Rabiot est plus basée sur le physique que sur la technique, mais elle est tout aussi efficace et une capacité de projection qui est admirable. Le milieu devient jouissif, les deux autres jouent leur partition de fort belle manière. Que dire d'un Marco buteur qui accompagne, parfois permute à d'autres. Mais le Duc est en train de s'imposer comme le patron et j'avais envie de conclure ce que j'ai aimé par le Duc est mort, vive le Duc. Oh. Mais du coup, Dreyas, pour toi, quand Mota va revenir, Ben, pour moi, quand Mota va revenir, Mota va devenir un élément de rotation. Après, je suis pas devin, je suis incapable de dire ce qui va se passer, mais je pense que Mota va devenir un élément de rotation et compte tenu de l'âge de Mota, je ne le vois pas faire trop de problèmes par rapport au fait de ne pas forcément jouer les matchs les plus importants. Après, je sais qu'Emery a des fonctionnements qui peuvent parfois à nous sembler bizarres. Il met beaucoup de temps à intégrer des joueurs, mais beaucoup de temps à valider des bonnes idées. Peut-être qu'il fera un retour en arrière, je suis pas devin, je suis incapable de dire ce qui va se passer quand Mota va revenir. merci à toi, Dreyas. On enchaîne avec la rubrique pas aimé. Basto, qu'est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas aimé dans ce match? Il y a deux choses que j'ai pas aimé, le fait de ne pas tuer le match et de se faire peur un peu inutilement. On a là, pour revenir aux accepted goals, il y en a 9 pour Paris en mec de but. Et Monaco en a 0 et met un but. Donc on a été inefficace dans les deux surfaces sur ce match. Et j'ai pas aimé aussi le fait qu'on prenne trop de cartons jaunes, puisqu'on a 4 cartons jaunes sur ce match, notamment Neymar qui sera suspendu contre Lille du coup. Ah, c'est vrai ça, j'avais pas compris qu'il allait être suspendu. Contre Lille, ouais, dans 3 matchs. J'en pleure. Olivier, toi, qu'est-ce que tu n'as pas apprécié pendant ce match? Oui, moi la seule chose que j'ai pas appréciée, c'est le nombre de quasi totale, 66% de possession, et normalement ça aurait dû se terminer par une fessée pour les... Bon, là, ça peut arriver. Moi, je suis pas très, très critique par rapport à ça. C'est des faits de jeu. Le jeu, je le pardonnerai toujours beaucoup plus qu'un défaut du contenu. La deuxième chose que j'ai pas aimé, c'est la légèreté en fin de match, après le coup franc miraculeux. Il y a eu une poussée des joueurs de Jardim, parce qu'on sait très bien que si tu n'arrives pas à tuer le match, que tu prends un but en fin de match, il va y avoir un petit peu d'inquiétude. Bon, mais finalement, ça a été bien géré. Et puis, j'ai pas aimé quelque chose que l'on voit de façon un peu récurrente, c'est le manque de rigueur défensive des latéraux. Bon, Kurzawa, une fois de plus, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand même un défaut d'Alves, qui souvent se fait prendre de vitesse, qui est un peu la face qu'on n'a pas envie de voir d'Alves, qui est un joueur exceptionnel, mais qui défensivement n'a pas les mêmes qualités que celles qu'il a offensivement. Merci à toi, Olivier. Bon, mes amis, on passe au top. Vous êtes prêts? T'as oublié Seb sur le pas aimé? Ouais. Ah, excuse-moi, Seb, vas-y. Manque de concentration, Jimmy. Manque de concentration, Jimmy. C'est la drogue. Il faut travailler, Jimmy. Il faut travailler, Jimmy. Et alors, juste, j'aimerais réagir à ce que dit Olivier pour Alves. Je partage un peu ce qu'il dit, mais je constate qu'en ce moment, malheureusement, à cause de la blessure de Meunier, il joue beaucoup. Même pendant la trêve, il a beaucoup joué parce qu'il jouait avec le Brésil. Et c'est peut-être un joueur qui a peut-être besoin de pas forcément jouer des matchs tous les 3 jours. Et j'ai peur que ça joue sur sa concentration. Voilà, c'était juste pour apporter ce bémol. Après, pas aimé sur ce match, c'est pas évident, quoi. Hein. C'est pas évident. On pourrait reprocher en deuxième mi-temps, on est extrêmement mal payé, parfois, mais c'est vraiment tiré par les cheveux, parfois tomber dans la facilité.
Il y a eu des moments où on commençait, enfin peut-être vers la 70e, commençait C'est ce que parfois j'ai à appelé faire la un... bonne gestion des temps faibles, moi. Mais Oui, mais tu vois, enfin, par faire un peu le show, par faire un petit peu le geste de trop, parce que ça rentrait pas, mais et en même temps il y avait cette espèce de confiance, parce que Monaco n'avait aucune occasion, mais l'un dans l'autre, ça nous a mis peut-être en difficulté une fois que Monaco égalise. Enfin, mais voilà, égalise. que Monaco marque un but et voilà, mais c'est vraiment très très léger. Et sinon, j'aimerais, c'est plus que pas aimer, c'est que je trouve que c'est très intéressant notre jeu dans le sens où Neymar est de la ligne de 3 l'attitré qui redescend pour organiser. On a des fois les trois milieux qui à tour de rôle peuvent tout à fait organiser devant. Mais le chef organisateur devant, bah voilà, il tourne beaucoup. Mais sur mettons que sur les 100% où c'est Neymar qui le fait, j'aimerais bien que 20% du temps ce soit Mbappé qui le fasse. Bah, juste si, pour que Neymar reste aussi un petit peu plus des fois devant, ça pourrait être sympa. Enfin, j'aimerais que ça pousse un tout petit peu. Mais faut pas être trop exigeant parce que Mbappé, je le trouve encore un petit peu jeune. Je l'ai vu le faire, moi, 2-3 fois hier dans des orientations, des remises, justement. Il revenait Ouais, plus mais bas. c'est pas tout à fait pareil en fait. Pour moi, enfin après C'est pas son style de jeu, dans ma après. lecture, oui, c'est pas dans le style, mais il en a les capacités et c'est pour ça que tu vois, je le verrais bien le faire 20%, mais pour moi, Mbappé, il le fait quand il est aux 40 mètres et effectivement, il va relancer quelque chose, mais tu ne vois jamais vraiment Oui, il viendra pas Mbappé prendre la balle et la redescendre. remonter. On Tu est vas d'accord, mais... et je veux pas que Neymar arrête de le faire mais... parce que Neymar le fait divinement. J'aimerais juste que, bah, tu vois, c'est sur 5 fois que le fait Neymar, et ben que Neymar l'ait fait 4 fois et que Mbappé l'ait fait une fois pour encore plus de permutations et pour que ce soit encore plus ce déséquilibre équilibré dont on parle par rapport à cette équipe. Mais contrairement à toi, je suis pas sûr qu'en fait qu'il ait les capacités de le faire à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, non, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Mais en soi, que les capacités, qu'il ait les capacités pour le faire, je pense que si. Je pense que Ah si. oui, il a que 18 Allez ans. les gars, merci à vous quand même d'avoir précisé que Neymar descendait défendre, parce que j'en ai un peu marre de ce mythe du Neymar qui n'écoute pas Emery et qui fait ce qu'il veut. On voit que Neymar s'implique beaucoup dans la tactique d'Emery. Donc l'équipe... bah tiens, Andreas, pour me faire pardonner, balance-moi tes 3 tops. Alors, bah, je vais commencer par un top, et là, je vais lire mot pour mot ce que j'ai écrit. Donc, Verratti, pour pas qu'on me retrouve avec Ah, 2 balles dans le dos, et parce qu'il le mérite. c'est beau. Ensuite, alors j'en ai 4, donc il faut que je choisisse. Rabiot, on en parlait. Neymar, parce qu'il est le joueur tant annoncé et que la pression ne l'affecte pas. Et ça, c'est juste une petite dédicace au passage à Arnaud Armand, Damien Degor et consorts. Et enfin, je vais nommer Silva parce que le score final de son duel vs Falcao, ça doit être un 18-0 emballé, pesé, plié. Merci à toi, Andreas. Olivier, tes 3 petits tops. Donc Draxler, que j'avais trouvé absolument éblouissant hier. Bon, c'est un match où il avait pas mal de liberté défensive, mais il est de plus en plus à l'aise dans un rôle que je qualifierais de 8,5. C'est pas vraiment un 8, il est plus haut et il équilibre vraiment le reste de ce milieu. Il apporte sa justesse technique, son volume, son sens du jeu. Il progresse de match en match dans cette nouvelle position tactique et je pense que ça va être un des grands hommes de la saison à venir. Thiago Silva, parce que Thiago Silva, moi j'en ai marre quand ça charme sur Thiago Silva. C'est le plus grand défenseur central qu'on a jamais vu au PSG. C'est un des meilleurs joueurs du monde à ce poste. Il a totalement bouffé Falcao. Et puisqu'on lui reproche parfois de ne pas être un leader, on l'a vu au moment où ça tanguait un petit peu en fin de match. On l'a vu haranguer ses troupes. On l'a vu même remonter les bretelles à quelques-uns. C'est vraiment un grand, un très grand. Et puis Neymar, 104 ballons touchés. Une activité tous les instants. Des gestes techniques qu'il invente dans une proportion exceptionnelle et un jeu de moins en moins soliste. On sait qu'il peut le faire, mais un jeu de plus en plus collectif et encore une prestation superlative après ça face au Celtic. Merci à toi, Olivier. Basto, Je tes vais 3 tops. juste me permettre de rajouter un tout petit truc par rapport à Draxler. C'est juste, oui, il est 8, oui, il est 10, mais il est aussi parfois 6. Voilà, c'était juste ça. Oui, notamment avec des ballons récupérés en tant que position Voilà, 6. et on voit très Basto, souvent vas-y. qu'à Rabiot 8 et Alors Rabiot. moi, pour moi, les 2 meilleurs joueurs du match sont Neymar et Draxler, mais je vais pas les citer parce que je les ai déjà mis en top contre le Celtic et j'ai envie de citer un peu d'autres joueurs. Et donc, vu qu'Olivier a cité Silva, bah, que j'avais noté aussi, je vais citer du coup son compère de la défense, Marquinhos, qui a aussi été excellent, notamment dans la lecture des trajectoires pour anticiper pas mal de ballons
et permettre la relance tout de suite. J'ai mis Cavani qui d'habitude touche une vingtaine de ballons par match, qui hier en touche 40 et qui au-delà de son but est de plus en plus présent dans le jeu et devient même un relais pour ses coéquipiers dans la construction du jeu. Et je vais rebondir sur le joueur dont tu as fait l'éloge, j'ai aimé Rabiot, qui a été énorme hier, avec une bonne occupation de l'espace avec et sans ballon, avec des progrès énormes dans la conduction du jeu. Et sur le but, on voit toute sa panoplie. Il récupère, il temporise pour attendre l'appel de Draxler et il le sert parfaitement. Donc récupération, temporisation, action. Voilà, Rabiot patron. Merci messieurs. On passe à la rubrique suivante, les flops. S'il vous plaît, étant donné ce match, vous avez le droit à 2 flops chacun. Dryas, tes 2 flops du match? J'en ai qu'un et du coup je vais prendre vite fait le temps pour expliquer pourquoi je le mets. C'est vers la 65e, il y a donc circulation basse, circulation basse du ballon, il y a Monaco qui est en train de faire le pressing et donc Thiago Silva à la place à Kurzawa. Kurzawa à ce moment-là il a 3 choix. C'est soit il la remet sur Silva parce qu'effectivement il y a un Monégasque qui arrive, soit il est très rapide dans sa passe et il peut la mettre sur Rabiot et faire progresser le jeu. Et il a le 3e choix qui est le choix le plus risqué de la passer le long de la ligne pour Cavani. Et en faisant la passe le long de la ligne pour Cavani, il fait mal la passe. On récupère la balle parce que Glick fait une faute et donc on est bien chanceux de récupérer la balle. Mais voilà, Kurzawa des 3 choix a fait le pire et il fait le pire et il le fait mal. Voilà, Kurzawa, j'en ai marre d'en parler. Merci à toi Dryas. Olivier, tes 2 flops du match si possible? Kurzawa, oui, je ne peux pas dire autre chose. Sa seule chance à Kurzawa, c'est que Berchiche, qui l'a remplacé à l'heure de jeu, la guerre était meilleure. C'est ça le drame de ce poste d'arrière gauche qui est vraiment le seul poste faible cette année, c'est que ni l'un ni l'autre ne sont à la hauteur. C'est très dommage. Et puis on est obligé quand même de dire Mbappé, parce que s'il a été bon dans le jeu, il a fait encore des grosses différences et il a renvoyé le pauvre Agi à la maison de retraite qui l'attend prochainement, mais il a trop raté à la concrétisation. Il a 4 occasions franches, il n'en a pas une. Alors bien sûr, c'est un jeune joueur. Bien sûr, il avait la pression de son retour à Louis II, mais au niveau de cette équipe, avec les échéances qui l'attendent, il doit concrétiser mieux que ça. Mais bon, moi, je suis très sévère avec lui parce que dans le jeu, il était très bon. Merci à toi, Olivier. Basto? Moi, j'avais noté comme flop le latéral gauche, donc Kurzawa qui monte peu, même quand tout le monde attaque. Et lui, il a du mal à se montrer, il a du mal à combiner. Il est trop peu présent, il a été en difficulté face à Baldé, il fait une faute de bourrin, il prend un jaune mérité. Et puis Yuri qui rentre, comme l'a dit Olivier, lui aussi fait une rentrée assez médiocre. Il est en difficulté face à Sidibé, qui est un défenseur en plus de base. Et lui aussi prend son jaune. Et je remercie Olivier d'avoir cité Mbappé, puisque je voulais réagir si quelqu'un le citait. Oui, il rate ses 4 occasions, mais il fait un match dans le jeu qui est extraordinaire, notamment dans les orientations, dans ses déplacements, parce que les occasions qui seraient. Regardez juste son appel sur la passe de Neymar sur le premier, il fait un appel croisé, il part de la droite pour aller se retrouver sur la gauche centre. Des déplacements à 18 ans, c'est impressionnant ce qu'il fait dans ce domaine-là. Et dans le jeu, il a quasiment eu tout bon. Merci Basto. J'ai envie de vous donner mes 2 petits flops à moi aussi. Mon premier flop, ça sera Jean-Kévin Mbappé, qui rate devant les buts avec pas de gardien dedans. Ça m'a rappelé la bonne époque. Et mon deuxième flop, ça sera Kylian Augustin, qui a raté quand même pas mal de face à face. Je trouve ça dommage, mais comme vous l'avez dit, moi je m'en fais pas du tout pour Mbappé. Y a pas de souci, il a 18 ans et il va être monstrueux. Quelle fait mal la comparaison que tu oses. Quelle fait mal et quelle est inappropriée, Jimmy. J'aurais plus comparé limite au match de Cavani contre Arsenal dans le fait qu'il arrive à se créer les occasions. Jean-Kévin Augustin, que j'aime bien, c'est un Titi, on dit pas de mal des Titi, mais quand même quoi. C'est juste ne pas marquer devant les cages vides, ça m'a rappelé lui. Ouais. Augustin, c'était vraiment le champion de ça. Ok. Bon du coup, messieurs... On a le droit d'être exigeant avec des joueurs exceptionnels comme ça. Le PSG vise l'excellence. On ne peut pas donner un satisfecit à un attaquant qui rate autant d'occasions. Voilà, c'est vrai. Salue sa capacité exceptionnelle et le grand match qu'il a fait ailleurs. Un attaquant, il doit planter. Quand il se crée des occasions, il doit les mettre. Il doit au moins avoir un ratio d'efficacité suffisant. Et là, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais comme vous dites tous, je ne suis pas inquiet. Il y arrivera, il est exceptionnel. Et après, voilà, exactement. Et après, c'est un peu comme t'achètes un gilet Yves Saint Laurent,
t'as le bouton qui se découle, qui pète. Bon, t'as juste à le recoudre. C'est juste que ça fait un peu chier. La comparaison Augustin et Yves Saint-Laurent est un peu dure. Ah, je parlais de Mbappé, moi. Oui. Ah, Augustin, c'est pas Yves Saint-Laurent. Augustin, c'est Zara et encore. Bon, du coup, les gars, merci. C'était sympa de parler ce match-là. On va passer à la rubrique gros plan. Je vous propose un petit gros plan un peu sympa. Je pense que ça va faire parler. Le PSG, du coup, on a joué contre le 2e, 3e et 4e du championnat. 3 contextes différents. Mais à l'arrivée, ça fait 2-1 contre Lyon, 2-2 contre Marseille et 2-1 contre Monaco. 2-0 contre Lyon. 2-0, pardon, excuse-moi. Pourquoi C'est pas grave. Ok. Donc, du coup, des prestations. Mais je me rappelle contre Lyon, c'était un peu haché. Du coup, on restait un peu sur notre faim. J'ai envie de parler un petit peu de ces rencontres-là. Du coup, Bastien, quel commentaire sur cette série de victoires et un nul face aux concurrents directs du PSG? Bah déjà, on a 2 victoires face aux deux équipes qui sont pour le moment sur le podium et on a eu du mal sous QSI à battre ces équipes-là. Et je pense que Monaco et Lyon sont les favoris pour être sur le podium final. Donc ça, déjà, c'est bien. Après, pour moi, les matchs de Lyon, Marseille, Monaco, c'est un peu tu connais sûrement, Jimmy, dans le jargon statistique des landmarks, c'est-à-dire des marqueurs qui séparent des périodes. Benchmark, non? Landmark. Tu connais pas? On dit benchmark, moi. Oui, c'est la même chose, mais c'est juste c'est un synonyme. Donc pour moi, Lyon est justement le révélateur de toute cette période des premiers matchs, avec on voit quand même une belle maîtrise, mais un système parfois trop respecté, où on se crée pas assez d'occasions, parfois justement au contraire, on en concédait trop, même dans nos victoires par exemple contre Metz, ou nos premiers matchs de Ligue des Champions, Areola est beaucoup trop sollicité. Et le match de Lyon reflète bien toute cette période-là, avec du nouveau dans les projections de nos milieux, avec des belles choses, mais on voyait encore un jeu à mettre en place. Ensuite, il y a eu le match contre Marseille qui résume une deuxième période. Tous nos matchs entre Lyon et Marseille, on a vu un PSG un peu poussif, avec un manque de maîtrise, notamment le nul à Montpellier, la victoire étriquée à Dijon, et puis cette aberration à Marseille avec le 7+3 au summum de tout ce qu'on ne veut pas voir, avec un Cavani très isolé, bref, pas mal de défauts. Et après l'OM, il y a eu une autre série de 6 matchs conclus par Monaco qui monte là un PSG sûr de lui, avec permutation, compensation, coulissage, un pressing haut, des changements de système en cours de match, un Cavani qui devient actif dans le jeu avec ce trio de plus en plus complémentaire devant, des automatismes qui se trouvent un peu partout à tous les postes. Donc voilà, pour moi, ces 3 matchs résument bien les 3 périodes qu'on a eues cette année. Merci à toi, Bastien. Dreyas, qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah déjà, je suis révolté par rapport au mot qu'a utilisé Basto. Monaco ne conclut rien du tout. Monaco est la poursuite de quelque chose. La période, on verra la suite. J'avais mis la suite, Monaco, un autre landmark, point d'interrogation. Déjà, il y a une remarque objective sur les matchs. C'est Lyon et Monaco, c'est 2 matchs qui ont suivi un match de Ligue des Champions, alors que l'OM en a précédé un. Et c'est tout con, mais ça a un impact sur la préparation, sur la mentalité, même la mentalité inconsciente des joueurs, où ils vont peut-être moins aller au duel. Pour l'OM, comme le disait Basto, c'était au milieu du 7-3. Lyon, c'était encore le début, c'était la fin du début, comme le dit Basto. Enfin, Basto a dit beaucoup de choses. Mais il y a une autre constante. Il y a une constante, c'est que ce soit Lyon, que ce soit Monaco et que ce soit l'OM, on a vu des morts de faim en face. L'OM était le pire. Alors il y a le petit bémol de pré-Ligue des Champions, mais je pense que c'est linéaire. C'est-à-dire que là, on arrive contre Monaco et on n'a jamais fait ça contre une équipe qui était mort de faim en face de nous. Contre Lyon, j'ai trouvé même Basto un petit peu gentil, dans le sens où on s'est fait relativement bousculer dans le jeu. On a été malmené. Contre l'OM, on a été déficient au niveau de l'envie. Et contre l'ASM, le match, le score, si le score ressemble un peu aux 2 autres, le score n'est pas du tout représentatif du match, dans le sens où un score qui aurait été plus cohérent dans le match aurait été un 5-1 contre l'ASM. Et on voit que l'équipe a fait des progrès de géant au travers de ces 3 matchs. Merci, Dreyas. Olivier, tu peux terminer ce tour de table. Oui, moi je ferai une lecture bien sûr différente de mes petits camarades. Pour moi, quand on reverra cette saison, on va identifier 2 périodes.
la période Mota et la période après Mota. On ne peut pas ne pas voir la différence énorme qui existe dans l'équilibre de l'équipe entre le moment où Mota est systématiquement titularisé. Il a été titularisé 12 fois dans les 14 premiers matchs, dont font partie Lyon et Marseille. Et puis à Marseille, qui est l'apogée du déséquilibre 7+3, où on le fait jouer même blessé. Eh bien, Mota est complètement blessé et se fait opérer. Et par la force des choses, Emery introduit un autre milieu. Et comme par miracle, l'équipe retrouve un équilibre et développe un autre jeu. Donc pour moi, on ne peut pas parler de ces 3 matchs uniquement en fonction des résultats. Certes, les résultats sont différents, mais c'est le contenu surtout qui est différent. On ne peut pas comparer le contenu de ce qu'on a vu hier à Monaco et le contenu de ce qu'on a vu contre Lyon et contre Marseille. Contre Lyon et contre Marseille, on a vu une tentative incohérente de concilier le milieu du passé, qui est un milieu de possession et de latéralité, avec un Mota vieillissant qui joue maintenant à la hauteur de ses défenseurs centraux, et puis le milieu du post-Mota avec effectivement une apogée hier à Monaco, où on voit un milieu totalement différent, qui joue beaucoup plus haut, qui s'articule très bien tant avec sa défense qu'avec son trio d'attaque. Voilà, là, il y a un vrai contenu. Donc, on ne peut pas dire que ces trois matchs sont décevants. Celui de Monaco n'est décevant que par le nombre de buts, mais sinon, c'est un match qui est abouti, alors que les 2 autres, c'est des matchs caricaturaux qui n'ont rien à voir avec celui-ci. Je peux réagir à ce qu'a dit Olivier? Vas-y, j'allais justement te donner la parole. Parfait. Donc Olivier pointe la fin de l'ère Mota. Moi, j'ai plus envie de pointer l'ère Draxler, l'ère nouvelle qu'est Draxler, parce que je suis incapable de dire comment on jouerait, par exemple, avec un milieu Mota, Verratti, Draxler. On n'en sait rien. Et j'attends de voir justement d'autres milieux qui n'ont pas été testés, mais toujours avec Draxler, pour voir si c'était vraiment Mota le problème ou si juste il manquait le facteur X qu'est Draxler. Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord dans le sens où pour moi, le patron du milieu, c'est clairement Rabiot, c'est lui qui replace ses coéquipiers d'ailleurs, et pour moi, il devient l'homme central. Donc oui, en soi, j'ai rien contre le fait à ce que Rabiot se repose de temps en temps, mais pour moi, Rabiot a une base. Maintenant, moi, je trouve dommageable de n'identifier le changement d'équipe qu'à un changement de joueur. Si quand une équipe va pas, il suffisait de changer un joueur pour que tout aille subitement, ça se saurait et ce serait une solution qui serait appliquée bien souvent. Il y a quand même d'autres ressorts que le changement d'un joueur. Alors après, je peux te rejoindre, et comme j'ai dit tout à l'heure, Emery est un animal difficile à comprendre. Emery est un animal difficile à comprendre et parfois il a pas le même temps en fait que nous supporters, c'est-à-dire qu'il va faire des tests. On peut nommer un joueur par rapport à ça qui est emblématique de cette problématique-là, qui est Lo Celso, où on ne comprend pas forcément le temps qu'il met pour mettre effectivement un joueur, et peut-être qu'il aurait poursuivi un peu avec Mota, mais peut-être que, tu vois, on attribue le fait de la venue de Draxler qu'à la faute à pas de chance, pendant que Basto fait son beauf de base en ouvrant le verre. On attribue le changement qu'à la faute à pas de chance, mais peut-être que c'était dans les plans d'Emery, on ne le saura jamais, et ça me gêne de tout le temps regarder ça que sous l'angle de en fait Emery il a eu de la chance, hein. C'est vraiment la blessure de Mota qui le sauve. En soi, c'est un coach incapable. Vraiment, changer un joueur. Si changer un joueur permettait de faire d'une équipe qui ne fonctionne pas, de faire passer une équipe qui ne fonctionne pas à une équipe qui fonctionne, c'était la seule solution miracle, ça serait appliqué partout et le football serait bien différent. C'est pour ça que je suis impatient de revoir l'équipe avec Mota. Oui, aussi. Mais je crois qu'on ne reverra pas l'équipe. Mota, c'est terminé. Mais on le verra forcément dans la rotation, donc on le verra forcément dans la rotation des matchs de Ligue 1. Attends. Mota, ça va peut-être être terminé médicalement parce que une arthroscopie de nettoyage du genou, c'est un terme qui me fait penser qu'il y a peut-être d'autres problèmes. Il y a un problème de ménisque, il va avoir un problème de cartilage, et on a vu un certain nombre de joueurs ne pas récupérer totalement de ce genre de blessure. Et bon, vous avez beau me dire que le remplacement d'un joueur ne change rien, il y a quand même une coïncidence absolument exceptionnelle entre l'arrêt du milieu à 3 tel qu'on l'a vu avec Mota et le nouveau milieu à 3 qu'on voit sans Mota. On ne peut pas nier que le virage il est à ce niveau-là. Et d'ailleurs, l'exemple de Lo Celso me semble particulièrement pertinent
On ne parle plus aujourd'hui de Lo Celso. On a parlé de Lo Celso au moment où ce milieu ne marchait pas. Qui a envie de changer ce milieu aujourd'hui? Qui a envie de toucher à cet équilibre miraculeux qui est en train de se créer entre ces trois joueurs? Il faut le faire, bien sûr, pour des problèmes de rotation, mais attention, on risque de perturber ce qui est en train de se mettre en place. Donc le problème de Lo Celso, il n'a existé que parce que ce milieu ne fonctionnait pas. Alors, Emery fait peut-être des expériences, mais attendre 14 matchs pour se rendre compte que l'expérience ne fonctionne pas, moi je trouve ça dommageable. Alors, Olivier, j'ai jamais dit et jamais voulu dire, ou si ça s'est sorti comme ça, que effectivement la sortie de Mota n'avait pas impliqué une différence majeure dans l'équipe. La seule chose que je suis en train de dire, c'est que déjà c'était peut-être dans les tuyaux, que on ne sait pas au niveau des plans et que le changement d'un joueur n'implique pas une révolution telle que tout à coup l'équipe soit aussi formidable que l'équipe qu'on voit depuis maintenant un certain nombre de matchs où vraiment on a du très très beau football sur le terrain. Et pour Lo Celso, j'ai envie de te dire, peut-être toi tu en parles plus, mais pour moi non, il fait toujours partie et moi un des trucs que j'aime, c'est le mot rotation dans le football. Et Emery n'est pas mon meilleur ami pour ça parce que c'est pas forcément sa première qualité. Il est pas dépourvu de cette qualité, mais c'est pas sa première qualité. Et non, pour moi, Lo Celso va avoir un rôle à jouer. Je pense que Mota aura un rôle à jouer. Je pense que Javier aura un rôle à jouer et je pense que les choses ne sont pas arrêtées et j'espère qu'on ne va pas se reposer que sur ces trois joueurs mais qu'on va pouvoir continuer à trouver cet talent et cet équilibre et cette qualité avec d'autres joueurs au milieu que ces trois joueurs tout simplement pour être encore plus fort quoi. Moi, je veux juste rajouter une chose. Je pense que Ben Arfa aura un rôle à jouer aussi. Bon, oui, ça c'est sûr et certain. D'ailleurs, j'ai vu un consultant français dire que Ben Arfa ferait un remplaçant idéal pour Neymar. Pardon. En ce qui concerne la rotation, je pense qu'on sur les 2 matchs de la semaine, qui sont des matchs après la Coupe d'Europe et après le grand rendez-vous contre Monaco, et ensuite le rendez-vous importantissime contre le Bayern. Si effectivement Emery ne fait pas tourner à l'occasion de ces 2 matchs-là, on sera encore plus enclin à se poser des questions sur sa gestion du groupe. Je sais pas si vous avez remarqué hier, mais les remplaçants rentrent très tard, même Lo Celso ne rentre pas du tout, et je pense que c'est justement parce qu'ils vont jouer mercredi contre 3. Inch'Allah. Merci à vous les amis. On va clore ce gros plan. Pas de rubrique européenne dans ce podcast parce que j'ai oublié, j'avais pas envie de la faire. Tu parlais pas du fait que le PSG soit une équipe de coupe et... On n'a pas trop le temps en fait. J'ai envie de garder le podcast en dessous de l'heure. On est à 52 minutes. C'est bien, ça peut durer 1h, 1h05, t'inquiète pas, Jimmy. Ok, mais en fait c'était une blague, j'avais vraiment fait la blague. Là, il nous a trollé. Vous avez rien dit. Hein. Bon, du coup, alors, il y avait une petite question que j'avais envie de vous poser. Du coup, essayez d'être les plus brefs possible. Basto, pourquoi est-ce que contre ces gros, contre Monaco, contre Lyon, contre Marseille, on les défonce en coupe et pas en championnat? C'est pas que contre les gros, c'est même contre les équipes un peu moyennes où on peut avoir des difficultés, on les défonce aussi en coupe. Alors pour plusieurs raisons, c'est que souvent ces équipes mettent des équipes plus mixtes, et quand le PSG met une équipe mixte, la différence est encore plus grande entre nos remplaçants et les remplaçants des autres équipes. Il y a un autre point, c'est l'obligation de gagner. Les équipes ne peuvent pas jouer le nul, comme ils peuvent le faire en Ligue 1. Là, elles sont obligées de plus se découvrir pour essayer de marquer le but qui les qualifie. Et puis c'est dans les gènes du club. Hein. On a toujours été une équipe de coupe et de coupe, même avant la période QSI. Payas ? Moi je boude, là j'étais passé en mode rubrique européenne et tu demandes une question où la réponse nécessite plus d'un mot, donc je boude. D'accord. Eh bien, ok. Olivier. Merci de cette intervention. Je pense qu'on n'attache pas le même intérêt à un score en championnat et à un score en coupe. Quand on gagne 2-1 en coupe, qu'est-ce qu'on retient? On a gagné la coupe, on s'en fout d'avoir gagné 2-1. Donc, une fois de plus, on essaye de comparer deux compétitions qui n'ont pas la même problématique. Un match de coupe, ça doit se gagner, point barre. Et je ne me souviens pas qu'on ait vraiment défoncé des équipes en coupe. Bah, si, on les a battues. On a mis des 5-0 à Lyon, on a mis l'année dernière en Coupe de la Ligue 4 à Monaco, on a mis un 4-2 contre Marseille en finale de coupe. Si, ça a été des victoires beaucoup plus faciles qu'en championnat. Olivier a raison dans le sens où on retient moins le résultat. Bien sûr, mais sur le fait qu'on n'ait pas défoncé les équipes, on les défonce beaucoup plus en coupe où nos prestations collectives étaient même bien meilleures. Cela est vrai. Bon, mes amis, merci.
Du coup, on passe à la rubrique européenne parce qu'elle est là. Et vous connaissez le principe, mes amis. Je vous donne un match qui m'a semblé significatif ce week-end. Et vous me dites en un mot ou au maximum une phrase, sinon je mords. Dryas a les marques sur son bras. C'est pas vrai, Ce que vous pensez de ce résultat, de cette équipe, de ce que vous voulez. On commence, vous êtes prêts? Prêt. On est prêt. Ouais. Olivier, Liverpool 1-1 contre Chelsea. Liverpool revient. Avec un nul. J'ai droit qu'à un mot. Hein. C'est marrant comme méthode de revenir. Basto, Chelsea vient avec une équipe avec seulement 2 joueurs offensifs et bizarrement quand ils font rentrer 2 joueurs offensifs, ils égalisent. Dryas. Klopp. Merci Dryas. Levante qui perd 0-5 contre l'Atlético de Madrid avec un doublé de Gamero et un doublé de Griezmann. Vive la France, Olivier. C'est plus facile contre Levante. Dryas. Un Atlético poussif. Basto. Un Atlético toujours présent. Le Real qui s'impose 3-2 chez eux contre Malaga. Basto. Un Real très médiocre. Dryas. C'est pas encore ça. Olivier. On verra le Real au printemps. Le derby de la Ruhr entre Dortmund et Schalke qui se termine 4-4 après que Dortmund ait mené 4-0 en première mi-temps. Basto. C'est la crise à Dortmund et je pense que le coach il va pas tarder à sauter. Olivier. Grosse football. Dryas. Grosse m'en fous. Le Borussia Mönchengladbach qui gagne 2-1 contre le Bayern München, notre ami de poule de Ligue des Champions, Olivier. On va encore nous dire, si on bat le Bayern, On t'a pas entendu, Olivier. on va encore nous dire, si on bat le Bayern, que c'est... Ça Toujours coupe pas. toujours au même moment. Ils veulent pas que tu dises ta phrase, On ne apparemment. saura pas. Bon bah Olivier a été suicidé de On balle a dans le deviné dos, la Dryas. fin de ce qu'il voulait dire. Heineken se confirme. Oui, tu disais qu'ils étaient en difficulté. Et Basto. On verra Munich au printemps. Très bien. Vous m'entendez là? Oui, on t'entend très bien, Olivier. C'est juste que... Ce que je disais, c'est qu'on va encore dire, si on bat le... Non, ils veulent pas. Bon, on va encore dire si on bat le Bayern que c'est pas mérité ou que c'était une petite équipe en face, c'est ça? Merci Basto. C'est le jeu, c'est Jacques Santini, tu sais, qui parle, il faut deviner la fin des phrases. Salaud! Magnifique. Nice qui s'impose 0-5 contre Lyon. Qui s'incline plutôt, parce que... Oui, parce que... Basto. Ils sont 18e les pauvres, et quelle tristesse par rapport à l'année dernière, quoi, ça fait mal au cœur. Allez Olivier, vas-y. Ils étaient leaders l'année dernière. Et là, ça marche, tu vois. Dryas. J'ai mal à mon Favre. Très bien. Et un dernier match pour vous, messieurs. Valence-Barcelone. Le choc d'hier, Valence-Barcelone 1-1. Dryas. Puta Barça! Brasto. Contre la vidéo, toujours, malgré le but absolument valable refusé à Barcelone. C'est marrant, pour une fois que ça leur arrive. Olivier. Bah, Guedes blessé, je suis déçu pour lui. Il était blessé avant le match, apparemment, et il savait qu'il serait opéré derrière. Sous infiltration, il jouait. Voilà. Eh bien, merci messieurs, merci à tous d'avoir écouté ce 12e podcast. Ça m'a fait énormément plaisir. Je vous invite à aller faire un tour sur notre blog, leclubpaname.blogspot.fr ou .dz si vous êtes algérien, avec notamment un article sur le Power Ranking où Bastien, Stéphane et Yvan se sont amusés à faire un petit classement de nos défenseurs. C'est super sympa, moi j'ai beaucoup aimé. Un article de Juanpi qui défonce le fair play financier. Et je vous invite à écouter, si vous ne l'avez pas déjà fait, l'interview de Romain Molina pour son livre Cavani El Matador, interviewé par Dryas et Basto présents ce soir. C'est un super interview qui dure un peu longtemps, mais il y a plein d'anecdotes intéressantes. Et pour ceux qui ont la flemme, elle sera retranscrite. Pour ceux qui ont la flemme d'écouter. Et je vous remercie d'avoir écouté ce Je vais pas podcast. m'écouter. Merci à toi, Basto, d'avoir participé. Merci, je disais juste que pour ceux qui ont la flemme d'écouter 2 heures d'interview, d'ici 1 ou 2 jours, il y aura l'interview écrite
qui sera Merci à retransmis. toi, Bastodreas. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir, et je voulais juste te dire, ça dure 2 heures, mais c'est pas ennuyant, une seule minute, ça passe très très vite et c'est très très plaisant comme interview. Merci. Olivier, Oui, une interview à écouter d'urgence. merci à vous les gars. On est en dessous d'une heure. Il nous reste 20 secondes, je crois. Eh bien, je vous souhaite une bonne nuit, Tic-tac, une bonne tic-tac. journée au travail si vous êtes dans le métro et que vous écoutez le podcast. Et à la prochaine, les amis. Bisous. Ciao tout le monde! À la prochaine.